Bonsoir et bienvenue dans ce premier webinaire DxO de l'année 2021, webinaire qui va être entièrement consacré au point de contrôle, au viewpoint que vous trouvez dans la NIC Collection. Donc on va faire quelques démonstrations, quelques exercices avec des images toutes simples, des images grises et une charte couleur pour voir un petit peu comment se comportent ces fameux points de contrôle. Et ensuite, bien entendu, nous passerons à des exemples concrets avec des images réelles. Donc on va voir tout ce qu'il y a à savoir sur les points de contrôle, sur les outils associés, et on terminera cette présentation également sur le flux de travail non destructif avec DxO Photolab et la NIC Collection, ainsi que Lightroom, toujours avec la NIC Collection. Et vous verrez que dans ce flux non destructif, justement, eh bien, on peut y inclure les points de contrôle. Alors, ce webinaire est donc organisé par DxO Labs, qui, je vous le rappelle, est une entreprise française spécialisée dans le logiciel photo et dont l'expertise maintenant est bien connue en ce qui concerne notamment le traitement optique, le traitement des défauts optiques de vos objectifs, ainsi que le traitement du bruit. Alors, parmi les nombreuses technologies que développe DxO, bien entendu, dans ce domaine, et DxO qui est également, depuis quelques années maintenant, le propriétaire de la fameuse NIC Collection qui a fêté ses 25 ans et qui comporte un certain nombre de modules. Nous allons en visiter quelques-uns aujourd'hui au cours de la démonstration. Sachez également que ce webinaire a été enregistré et mis à disposition sur le site de la DxO Academy, sur la chaîne YouTube de la DxO Academy, pour un visionnage qui va vous permettre de réviser à votre guise le fonctionnement de ces points de contrôle. Alors ici, nous travaillons sur un Mac et sachez que tout ce que je vais vous dire ce soir concerne également la version PC. Il n'y a aucune différence majeure entre les deux en ce qui concerne le fonctionnement et le comportement de ces outils. Alors, les points de contrôle, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un moyen de faire de la correction sélective dans les images et vous allez voir que ça permet de travailler avec une très grande précision. Alors, avant de commencer, je vous demanderai de bien vouloir m'accorder quelques secondes pour me présenter. Donc je m'appelle Gilles Théophile, je suis rédacteur, traducteur, formateur spécialisé en logiciel photo et je suis également photographe. Je collabore avec DxO depuis de nombreuses années maintenant et je suis entre autres le rédacteur des guides utilisateurs de tous les produits, que ce soit Photolab, que ce soit la NIC Collection. Et d'ailleurs, la NIC Collection, je vous invite à vous plonger dans l'aide parce que vous y trouverez un manuel de près de 350 pages qui contient toutes les informations sur le logiciel, mais également sur les points de contrôle en détail. Donc tout ce que je vais vous montrer ce soir, vous le retrouverez aisément dans ce guide utilisateur. Alors n'hésitez pas à y faire un tour, vous pouvez même le télécharger au format PDF pour le consulter en mode hors ligne. Alors les points de contrôle, c'est quoi? Eh bien, on va voir très rapidement à quoi ça correspond et je vous propose de partir tout d'abord d'une image d'un gris uni. Je vais vous montrer le comportement de base et ce qu'il y a à savoir sur ces points de contrôle ou viewpoint. Donc viewpoint, c'est le nom d'origine. Ça s'écrit U majuscule tiré point et ça veut dire quoi? Eh bien, c'est tout simplement une contraction de viewpoint, c'est-à-dire en anglais, ça signifie vous pointer et vous allez comprendre pourquoi. Alors ce webinaire évidemment s'adresse à des gens essentiellement qui ne connaissent pas très bien cet outil et pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec, eh bien ça vous fera certainement une excellente révision de toutes les possibilités qui sont offertes par cette technologie donc qui a déjà de la bouteille comme on dit mais qui reste parfaitement valable aujourd'hui, ce qui est un signe de l'excellente conception et des idées vraiment ingénieuses qui en sont à l'origine et
au point que le principe, l'outil a été repris dans DxO Photolab, donc qui est le logiciel phare de DxO qui permet de développer et de traiter vos fichiers RAW. Alors, prenons notre image grise comme ceci, on va l'envoyer à partir de DxO Photolab dans l'un des modules de la Nik Collection. On va choisir le plus simple et le plus ancien, c'est Vivezza E2. Qui sert essentiellement à corriger la tonalité et les couleurs de vos images. Donc je sélectionne ma vignette et ensuite dans la barre d'outils ici je clique sur le bouton Nik Collection. Donc on va en profiter pour revoir un petit peu le flux de travail associé. Et là on a un sélecteur de plugins. Alors je vous présente rapidement les différents modules qui composent la Nik Collection. Tout d'abord, tout en haut, vous avez donc c'est par ordre alphabétique, hein, vous avez Analog FX Pro 2 qui en fait permet de simuler tout un tas d'appareils photo vintage. En dessous, on a Color FX Pro 4 qui permet d'appliquer des effets et des rendus de couleurs, qu'ils soient tout prêts, hein, clé en main, ou que vous pouvez évidemment personnaliser également. En dessous, vous avez Define 2 qui permet de corriger le bruit. Alors c'est vrai que Define est ancien, mais il n'empêche qu'il a un très bon moteur de correction de bruit et associé justement au point de contrôle, on arrive à faire vraiment des choses extrêmement précises avec ce plugin. HDRFX Pro 2, comme vous l'aurez compris, permet de fusionner des images prises à des expositions différentes, soit pour obtenir des effets HDR, soit tout simplement pour étendre la plage dynamique de manière naturelle avec ce plugin. Perspective FX, c'est le petit nouveau, c'est tout simplement la possibilité de corriger la perspective et la géométrie des images. Alors il s'agit tout simplement des outils de DxO Viewpoint, qui est un autre logiciel de DxO et qui ont été intégrés ainsi à la Nik Collection à partir de la version 3. Juste en dessous, vous avez les deux plugins en fait qui sont un seul plugin mais qui ont deux fonctions différentes. Vous avez Sharpener Pro 3 Output Sharpening, donc c'est tout ce qui est accentuation de sortie par rapport au type de document que vous allez produire, notamment pour l'imprimerie. Donc il y a également des options très pointues et très professionnelles à ce niveau. Et vous avez également la possibilité de faire de l'accentuation de netteté initiale avec Sharpener Pro 3 Raw Pre-Sharpening. SilverFX Pro 2 qu'on ira visiter également pendant le webinaire, lui permet de créer des images noir et blanc et c'est d'ailleurs l'un des plugins préférés des utilisateurs de la Nik Collection. Vivezza 2 qu'on va aller voir tout de suite, donc qui permet de corriger la tonalité et les couleurs. Et en dessous, vous avez un bouton réglage qui va vous permettre de sélectionner le format de fichier que vous voulez utiliser parce qu'évidemment on sort du flux de travail en RAW, donc il faut créer un fichier bitmap, donc JPEG ou TIFF. Alors si vous travaillez en one shot, c'est-à-dire que bruit extérieur à couper. Alors je reprends. Alors si vous voulez travailler en one shot, c'est-à-dire simplement appliquer des effets à une image pour partager cette image tout de suite, eh bien vous allez travailler en JPEG. Par contre, si vous envisagez des traitements ultérieurs, et on verra tout à la fin ce flux de travail non destructif également, comment il fonctionne, à ce moment-là, vous avez plutôt intérêt à choisir le formatif. Vous voyez, vous pouvez sélectionner la qualité, c'est-à-dire la profondeur 16 bits ou 8 bits. Donc pour un flux de qualité maximale, vous restez en 16 bits par canal rouge, vert, bleu. Et en dessous, vous avez tout un tas d'options et notamment la possibilité de conserver le profil ICC original ou de choisir un autre espace de travail. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans le flux de travail avec la Nik Collection, l'image que vous confiez à la Nik Collection, à son retour, elle conserve l'espace d'origine. Donc s'il était en SRVB, eh bien elle va revenir en SRVB et ainsi de suite. Donc on va travailler en TIFF, on clique sur OK comme ceci, et ensuite je vais cliquer sur Vivezza 2 tout simplement pour ouvrir enfin mon image grise dans Vivezza. Donc le temps que DxO Photolab exporte l'image en TIFF, voilà, donc il va y avoir une ouverture automatique de Vivezza.
voilà, s'est ouvert visiblement en arrière-plan, voilà, comme ceci. Donc voilà l'interface de Vivezza avec mon image grise. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on va créer, ajouter un point de contrôle. Alors à droite, dans le volet de droite, vous avez un bouton comme ça qui s'appelle ajouter un point de contrôle. Donc je clique dessus. Je place le pointeur de la souris quelque part dans l'image, comme ceci, et voici mon point de contrôle. Alors le point de contrôle, c'est la petite pastille avec le halo jaune qui a tout autour, jaune orangé, qui indique tout simplement que c'est le point de contrôle actif. Alors pour l'instant, on n'en a qu'un seul, et si on retourne dans le volet à droite, on peut voir la liste des points de contrôle avec le nom du point de contrôle, tout simplement point de contrôle numéro 1, et avec un certain nombre d'informations que nous allons passer en revue au fur et à mesure. Alors je vais juste fermer la loupe pour éviter toute distraction, comme ceci. Alors je reviens à mon point de contrôle dans l'image. Donc j'ai cette pastille que je peux évidemment déplacer partout, et vous voyez, si je clique dessus, j'ai un cercle qui apparaît tout autour. C'est tout simplement, ça matérialise le rayon d'efficacité du point de contrôle en question. Et ça, je peux l'ajuster avec le premier curseur qui se trouve ici en haut. Vous voyez, donc si je déplace vers la gauche, je réduis le rayon d'efficacité, et vers la droite, je l'augmente jusqu'à même englober carrément toute l'image. Dès que je relâche le bouton de la souris, j'ai tous les autres curseurs qui s'affichent. Alors donc il y a différents outils qui correspondent tout simplement au curseur que vous trouvez ici dans le volet à droite, hein. Par exemple le curseur luminosité, contraste, saturation, etc., etc. Alors par défaut, il est possible que votre point de contrôle soit présenté comme ça, c'est-à-dire juste avec les outils de base, et vous avez une petite flèche noire juste en dessous qui indique qu'il y a d'autres outils qui sont masqués. Donc si vous cliquez dessus, vous voyez, vous révélez les autres curseurs, et si vous voulez revenir à un affichage simple, eh bien vous recliquez dessus et vous pouvez voir que la liste des outils ici à droite s'adapte évidemment à votre choix. Vous avez également un bouton qui permet de passer de l'un à l'autre, donc réduire tous les curseurs ou alors développer tous les curseurs. Vous voyez donc que ça revient à la même chose. Alors, on va ajuster le rayon d'efficacité de notre point de contrôle comme ceci, et on va augmenter la luminosité à cet endroit. Donc je déplace mon curseur vers la droite, et vous pouvez voir effectivement que cette partie à l'intérieur du cercle est plus claire, mais vous avez un effet de dégradé, c'est-à-dire que vous avez toujours une influence à l'extérieur du cercle. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si ce cercle était vraiment une limite franche, en fait vos corrections ressembleraient tout simplement à des patchs ronds dans vos images réelles, ce qui est évidemment pas le but recherché ni très esthétique. Donc vous avez toujours cet effet de cette transition progressive vers l'extérieur dont il faut tenir compte, et on verra plus tard qu'on a également les moyens d'empêcher un point de contrôle d'agir sur d'autres éléments de l'image. Alors le point de contrôle, il fait quoi en fait quand il est posé dans l'image comme ceci? En fait, sous la pastille, eh bien, il va tenir compte des pixels de l'image et de leurs caractéristiques, que ça soit la luminosité, le contraste, la couleur, les valeurs des canaux rouge, vert, bleu, et donc tout ça est pris en compte. Ce qui veut dire que lorsque vous allez effectuer une correction et dans la limite du rayon d'efficacité, eh bien cette correction va s'appliquer à tous les pixels de l'image qui correspondent à ceux qui se trouvent sous la pastille. Vous voyez par exemple, alors là on a un cas très simple, on a une image qui est simplement grise, donc la correction va être la même partout, mais si je prends mon point de contrôle et je le déplace, vous voyez ici à gauche, eh bien ma correction se déplace avec le point de contrôle, et son aspect ne change pas puisque les pixels ici sont à peu près tous les mêmes, enfin en principe en tout cas. Notez donc évidemment que vous pouvez déplacer un point de contrôle à votre guise, vous cliquez dessus pour le sélectionner s'il n'est pas sélectionné. Regardez, je vais cliquer à côté comme ceci, là mon point de contrôle n'est pas sélectionné, donc on voit juste la pastille, on voit sa correction, on ne voit plus de halo jaune et on ne voit plus les curseurs, mais on peut se déplacer comme ça
dans l'image tout simplement en cliquant dessus. Et regardez, si je vais à l'extrémité droite de l'image, regardez, mes curseurs se déplacent automatiquement à gauche, donc c'est un confort d'utilisation et d'affichage qui démontre encore une fois avec quel soin ces outils ont été pensés. Bien évidemment, vous avez la possibilité de poser plusieurs points de contrôle dans l'image avec des réglages différents. Regardez, je vais créer un autre point de contrôle, donc je retourne dans mon volet à droite, je clique sur ajouter un point de contrôle comme ceci, et je vais me placer cette fois à gauche dans l'image. Et là, je n'ai pas de corrections qui sont appliquées encore, et si je prends mon curseur luminosité que je déplace vers la gauche, vous voyez, cette fois, j'assombris cette partie de l'image dans la limite du rayon d'efficacité du point de contrôle. Et évidemment, si je me rapproche de l'autre point de contrôle, on peut voir que nos deux corrections se télescopent. Vous voyez, je vais même les superposer. Et vous voyez que le point de contrôle, le premier point de contrôle, se bagarre entre guillemets pour garder, pour conserver l'éclaircissement à cet endroit de l'image, malgré le fait que je déplace le point de contrôle plus sombre dessus. Et on verra plus tard comment se servir des points de contrôle, justement, comme je vous le disais au début, comment s'en servir pour interdire l'application d'une correction à un autre endroit de l'image. Vous verrez, c'est très simple. On a évidemment donc la possibilité, comme vous l'avez vu, de poser plusieurs points de contrôle dans l'image. On peut en créer autant que souhaité, bien évidemment, avec à chaque fois des réglages différents. On a également la possibilité de les dupliquer. Alors vous allez sur le point de contrôle qui est actif, vous pressez la touche Alt Option de votre clavier comme ceci, et là je ne sais pas si vous le verrez bien à l'écran, mais le pointeur de la souris, il y a un petit plus, un petit disque avec un plus qui apparaît, et vous enfoncez le bouton gauche de la souris et vous voyez, vous créez un point de contrôle dupliqué avec la correction qui est également dupliquée. Et dès comme ça, je peux en créer évidemment autant que souhaité. On peut éventuellement utiliser à droite dans le volet, vous avez vu sous la liste des points de contrôle, le bouton dupliquer qui permet de faire exactement la même chose, mais là c'est juste une petite astuce, hein. Avec le clavier vous restez dans l'image, ce qui est quand même plus pratique. Et vous voyez, au fur et à mesure que je crée des points de contrôle, et bien ma liste augmente. Et dans Vivezza, vous avez une particularité, vous avez un petit pavé coloré devant chaque nom de point de contrôle. En fait, ça correspond tout simplement à la couleur de l'image, donc la couleur survolée par le point de contrôle. Le point de contrôle actif, donc maintenant vous le savez, est indiqué en jaune au niveau de la pastille, mais également dans la liste. Et toujours dans la liste, vous avez les pourcentages qui correspondent tout simplement au diamètre du rayon d'efficacité du point de contrôle. Vous voyez, si je prends le curseur de ce point de contrôle actif et que je l'augmente dans la liste, vous voyez le pourcentage, donc le diamètre qui augmente tout simplement, et dans l'autre sens, évidemment, il se réduit. Donc beaucoup de souplesse à ce niveau. Vous avez également quelque chose qu'on verra plus tard avec une autre image, c'est la possibilité d'afficher un masque noir et blanc qui permet de bien visualiser les effets de chaque point de contrôle. Mais pour ça, on va utiliser une charte de couleurs. Sachez également que vous avez la possibilité de grouper des points de contrôle. Alors, la méthode la plus simple, c'est tout simplement d'aller quelque part dans l'image. Alors il faut viser juste au départ. Vous cliquez dans l'image et vous maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, et vous tracez comme ceci un rectangle qui va englober tous les points de contrôle. Vous relâchez et vous voyez, les points de contrôle maintenant sont chaînés en fait, et on voit tous les curseurs, donc les curseurs de chaque point de contrôle. Et regardez, maintenant je prends le curseur luminosité de celui-ci et je vais pouvoir agir sur tous les autres points de contrôle en même temps. Si je passe à un autre point de contrôle, même chose. Vous voyez, donc j'ai mes curseurs qui bougent au niveau de tous les points de contrôle. Alors, si vous trouvez que l'affichage des curseurs ici est un petit peu contraignant par rapport à l'affichage de l'image elle-même, eh bien, vous avez la possibilité, toujours à droite dans le volet, de cliquer sur le bouton grouper.
voyez, comme ceci. Donc il y a juste le point de contrôle, le dernier point de contrôle actif qui va rester affiché avec tous ces curseurs, et tous les autres points de contrôle vont être représentés par les petits points, les petites pastilles. Et vous voyez, si je place la souris dessus, on peut voir le rayon d'efficacité qui s'affiche provisoirement. Et là, regardez, je vais prendre mon curseur luminosité et je vais augmenter la luminosité. Vous voyez, j'agis partout, y compris sur les points de contrôle secondaires. Si vous souhaitez dégrouper les points de contrôle, et bien c'est très simple. Si vous souhaitez dégrouper les points de contrôle, c'est très simple. Vous allez dans le volet à droite ici, vous cliquez sur dégrouper tout simplement. Donc là, en fait, vous avez juste un point de contrôle qui est dégroupé du reste, hein. Donc après, à vous de sélectionner vos points de contrôle différents. Vous voyez, donc ici en fait ce sont les 3 points de contrôle extérieurs qui sont encore sous forme de groupe, et si je clique sur dégrouper comme ceci, en fait ils apparaissent tous, pour vous montrer qu'il y a une petite subtilité entre chaîner les points de contrôle et grouper les points de contrôle. Donc si vous chaînez les points de contrôle, c'est-à-dire en les englobant tous avec le petit pavé ici, vous pourrez agir sur tous les points de contrôle en même temps, bien entendu, mais si vous les groupez, en fait, le groupement et le dégroupage va dépendre des points de contrôle sélectionnés. Donc ici, on a ce qu'on appelle un groupe, mais si je clique sur dégrouper, en fait, on peut voir que le point de contrôle qui était actif ici est bien séparé du groupe, mais que le groupe, lui, existe toujours ici à gauche, hein. Et donc, si vous voulez dégrouper complètement le groupe, vous cliquez sur l'un de ces points de contrôle qui font toujours partie du groupe 1. Ici, vous cliquez sur dégrouper et vous dégroupez justement cet autre paquet de points de contrôle, hein. Donc, bien penser à la petite subtilité entre chaîner les points de contrôle et les grouper. Donc, vous pouvez évidemment créer plusieurs groupes de points de contrôle, bien entendu. Alors, on va maintenant changer d'image pour voir maintenant à quoi correspond le masque d'affichage. Donc je clique sur annuler comme ceci, et je vais aller chercher cette photo avec la mire en couleur. Je clique sur Nik Collection. Et là, je vais retourner dans Vivezza 2, donc inutile de regarder les réglages, hein, on peut y faire un tour, hein, ce sont les mêmes qui restent, hein, tant que vous ne les changez pas, donc ça s'applique à l'ensemble des modules ici. Donc je clique sur Vivezza. Voilà, donc image exportée, donc voilà ma mire couleur dans Vivezza 2. Là, je vais prendre un point de contrôle que je vais placer dans le pavé bleu qui se trouve ici à gauche. Là, je clique dedans. Je vais ajuster le rayon d'efficacité pour englober mon carré bleu comme ceci, et je vais tout simplement augmenter sa luminosité. Regardez, je vais vers la droite, donc j'éclaircis mon pavé bleu. Évidemment, si je vais vers la gauche, je l'assombris, et vous pouvez voir que ça n'a pas d'influence dans le carré jaune ou orange plutôt, juste au-dessus, et le carré vert qui se trouve juste à droite. Pourquoi? Eh bien parce que le point de contrôle, lui, il analyse les pixels qui se trouvent juste en dessous, donc pour lui, ce sont des pixels bleus, avec certaines caractéristiques qui ne correspondent pas évidemment aux caractéristiques du carré orange et du carré vert. Par contre, vous pouvez noter que ici, vous avez un autre pavé bleu et qui a pas vraiment d'influence. En fait, c'est très subtil. Vous voyez, regardez, je vais assombrir et on voit que au bout d'un moment, je finis quand même par agir sur ce petit carré bleu ici. Pourquoi? Eh bien parce que on est dans un canal bleu et forcément il y a des caractéristiques de pixels qui sont communes à commencer par la teinte, la couleur. Alors,
Comment cela peut-il se matérialiser de manière plus claire? Eh bien, vous avez donc la possibilité d'afficher un masque monochrome et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Donc, je vais dans la liste des points de contrôle ici et à droite du nom du point de contrôle, à côté du pourcentage, j'ai une petite case à cocher. Et si j'ai plusieurs points de contrôle, je peux afficher le masque noir et blanc de tous les points de contrôle d'un coup avec le petit bouton, avec le petit point noir à l'intérieur, comme ceci, ou juste cocher les cases correspondantes. Donc je vais juste cocher cette case. Donc je passe en affichage noir et blanc, et là vous allez voir que c'est très clair tout de suite comment fonctionne, comment se comportent les points de contrôle. Regardez ici, j'ai mon point de contrôle posé dans mon carré qui était bleu, d'accord, en affichage normal, et là qui est matérialisé en blanc. Alors, matérialisé en blanc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement que la correction appliquée par ce point de contrôle à cet endroit de l'image affecte uniquement cette partie de l'image, c'est-à-dire mon carré qui est bleu, d'accord? Et tout le reste est noir. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la correction qui est appliquée ici à mon carré, eh bien n'affecte pas le reste de l'image. Par contre, vous pouvez voir que ça agit légèrement sur l'autre carré bleu. Vous vous souvenez des caractéristiques de couleur qui sont voisines? Eh bien, en fonction du rayon d'influence de ce point de contrôle, effectivement, je peux agir sur un élément ou une couleur adjacente à mon point de contrôle. Vous voyez, si j'augmente le rayon d'efficacité et que je commence à englober l'autre carré bleu, je vais commencer à éclaircir un petit peu les séparations des différents carrés. Pourquoi? Parce qu'il y a très certainement des pixels bleus dans cette partie de la charte. Et ici, on a effectivement mon autre carré bleu qui commence à s'éclaircir. Pourquoi? Parce qu'il est sous influence tout simplement de la correction de ce point de contrôle, parce qu'il y a toujours une progressivité pour pas que les corrections ressemblent à des patchs à bord franc dans vos images. Alors comment faire pour protéger l'autre carré? Eh bien vous allez utiliser un autre point de contrôle tout simplement. Donc vous retournez à droite dans le volet, vous cliquez sur ajouter un point de contrôle et vous le posez dans la partie de l'image que vous voulez protéger. Donc pour moi c'est le deuxième carré bleu comme ceci. Alors le deuxième carré bleu devient blanc également. Alors vous voyez, même si tous les réglages sont à 0, ça indique tout simplement l'influence et non pas les réglages. Alors évidemment, je commence à influer autour parce qu'il commence à y avoir des pixels communs un petit peu partout, mais maintenant, regardez ce qui se passe si je retourne dans la liste des points de contrôle et je décoche l'affichage du masque de ce point de contrôle. Regardez, donc je décoche ici et vous voyez, ça redevient noir, tout simplement parce que il n'y a pas d'influence de la correction faite par le premier point de contrôle dans le deuxième carré bleu. Vous voyez, je prends mon curseur luminosité, je peux le déplacer à ma guise à gauche, à droite, il ne se passe rien. Et si je prends mon rayon d'efficacité que j'englobe le deuxième carré bleu, donc on peut voir qu'il y a probablement des pixels bleus résiduels dans la structure de la charte de couleurs. Par contre, mon deuxième carré bleu n'est absolument pas affecté, il reste bien noir. Donc, avec ce point de contrôle qui est posé ici sur le deuxième carré, eh ben, je le protège tout simplement de l'influence de ce premier point de contrôle. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir également, bien entendu, dans une image réelle. Donc voilà en gros pour le fonctionnement de base, vraiment les choses à savoir concernant les points de contrôle. Et maintenant je vous propose de passer à la pratique. Donc je vais tout simplement quitter Vivezza 2 et je vais aller chercher une autre image à y traiter. Donc je clique sur annuler comme ceci et je vais prendre une autre photo, voilà, celle-ci, avec du ciel bleu. Alors sachez que vous pouvez envoyer plusieurs images en même temps
dans Vivezza ou dans n'importe quel module de la Nik Collection, bien évidemment, c'est pas forcément du image par image. Vous voyez, par exemple, je vais sélectionner une deuxième photo, comme ceci, et je vais cliquer sur le bouton Nik Collection, et je vais retourner dans Vivezza 2. Donc, DxO Photolab me prépare les fichiers TIFF, donc conformément à mes réglages. Vous vous souvenez, les réglages dans le sélecteur de plugins de la Nik Collection, donc j'avais choisi du TIFF 16 bits, donc on est toujours en train de générer des TIFF 16 bits. Et dès que les deux images TIFF auront été générées, eh bien, ça va ouvrir automatiquement le plugin choisi, c'est-à-dire dans ce cas-là, Vivezza 2. Voilà donc la première image qui est chargée et on peut voir dans la barre qui se trouve juste en dessous qu'on a bien deux images qui ont été chargées. Si je clique sur suivant, voilà donc ma deuxième photo. Alors je vais revenir à la précédente pour ma démonstration et là le travail que je veux faire c'est modifier, renforcer la présence du ciel mais sans affecter mon bateau. Alors c'est très simple. Premier cas, première possibilité, c'est de prendre simplement un point de contrôle, de le poser quelque part dans le bleu du ciel, et on va englober la totalité de l'image, comme ceci, avec le rayon d'efficacité, voilà, qui va dépasser allègrement de l'image. Et on va prendre par exemple le curseur luminosité, et on va réduire la luminosité du ciel pour le rendre plus dense, comme ceci. Donc on voit bien qu'on agit partout, bien évidemment. Et je vais prendre le curseur saturation, que je vais pousser comme ceci. Ça va changer un petit peu l'aspect de mon bleu. Alors, est-ce que la correction est bien uniforme? Alors, il y a un moyen simple de voir. En fait, il y a deux moyens. Le premier moyen, le plus simple, vous prenez votre curseur de réglage comme saturation par exemple et vous faites une correction exagérée. Vous voyez, donc là je vais aller complètement à gauche, je vais désaturer, c'est-à-dire je vais supprimer l'information de couleur. Donc là je suis à moins 100%. On voit effectivement ici que mon bleu est devenu du gris. Par contre, à l'extérieur de l'image, il n'y a pas eu beaucoup d'influence sur le bleu clair. Pourquoi? Eh bien parce que les caractéristiques du bleu survolé par le point de contrôle ne correspondent pas forcément au bleu clair. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux effectivement utiliser et éventuellement chaîner plusieurs points de contrôle. Regardez si j'affiche le masque du point de contrôle, donc en affichage noir et blanc, on voit que j'agis ici parfaitement au centre, donc c'est du blanc pur, donc c'est la correction à 100% sur les pixels qui correspondent à cet endroit. Par contre, l'effet se dilue comme ça au fur et à mesure qu'on va vers des bleus plus clairs, et vous voyez, j'agis même un peu sur le bleu du drapeau ici. Par contre, vous pouvez noter que je n'agis pas du tout sur le rouge ou à peine sur le blanc. Je n'agis pas sur le jaune du bateau. Par contre, vous pouvez voir ces zones, la grise dans le château du bateau. Ça, c'est une partie du bateau donc de l'Hermione ici qui est peinte en bleu. Donc, il y a forcément une influence. Alors, évidemment, dans ces cas-là, il vaut mieux travailler avec plus de précision. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser et chaîner plusieurs points de contrôle. Donc, je vais supprimer ce point de contrôle tout simplement. Donc il est sélectionné, vous voyez, je vais sur le bouton supprimer. On peut également utiliser la touche retour arrière du clavier éventuellement. Et là je recommence. Donc je clique sur ajouter un point de contrôle, je vais en placer un ici dans l'image, je vais ajuster son rayon d'efficacité de sorte qu'il englobe aussi le bleu du ciel qui est dans l'EMA ici. Je clique encore une fois pour créer un deuxième point de contrôle que je vais placer dans un autre type de bleu, par exemple ici dans le coin, et je vais m'arranger pour que ça se superpose bien avec le premier point de contrôle. Éventuellement, je peux dupliquer mon point de contrôle, ça m'évite à chaque fois de retourner dans le panneau. Donc je vais mettre ça dans un bleu un petit peu plus clair comme ceci, et je vais en créer un autre que je vais placer ici, et encore un autre que je vais placer ici en bas de l'image, comme ceci. Voilà, donc j'ai créé 1, 2, 3, 4, 5 points de contrôle, donc qui sont bien listés ici à droite.
Je clique dans mon image, vous vous rappelez de ça, j'englobe mes points de contrôle pour les chaîner, tout simplement. Voilà. Éventuellement, je peux les grouper pour masquer tous les curseurs, sauf ceux du point de contrôle actif ici, donc qui est représenté par le halo jaune. Voilà, je clique sur grouper. Donc tous mes autres points de contrôle sont masqués. Maintenant, je prends mon curseur luminosité, je réduis la luminosité. Vous voyez, donc j'agis partout dans l'image de manière vraiment uniforme dans l'image, contrairement à l'utilisation d'un point de contrôle unique. Et je vais prendre mon curseur saturation. Et là, regardez, je vais repasser en mode monochrome, hein, je supprime l'information de couleur et vous voyez c'est quand même déjà mieux du point de vue uniformité. Alors il y a un petit peu de bleu derrière les mâts, donc il faudrait que je place un point de contrôle à cet endroit-là également. Donc éventuellement je peux prendre mon point de contrôle et le dupliquer pour le placer ici quelque part. Vous voyez donc le gris qui s'étend à cet endroit-là. Je clique sur le point de contrôle que je manipulais, vous voyez, il y a tous les autres qui apparaissent avec le curseur saturation, et donc mon curseur saturation, voilà, je vais le redéplacer vers la gauche. En fait, non, le curseur que vous voyez avec les points de contrôle secondaires, c'est en fait le rayon d'efficacité du point de contrôle hein, que vous pouvez ajuster directement, vous voyez, à la volée. Regardez là, j'ai un petit peu de... Ça manque un peu de saturation ici, donc je vais utiliser ce point de contrôle pour étendre l'influence, etc. Maintenant, on va afficher le masque noir et blanc. Alors je clique ici et on peut voir effectivement que ma correction dans le bleu du ciel est répartie de manière beaucoup plus uniforme. Par contre, j'ai agi sur le bleu du drapeau et ça, je ne souhaite pas. Eh bien, pour cela, je vais tout simplement protéger avec un autre point de contrôle. Donc, je clique sur Ajouter un point de contrôle que je vais placer ici. Donc je vais réduire son rayon d'efficacité. Je vais désactiver l'affichage du masque. Donc vous voyez, ça reste bien noir. Je vais le dupliquer parce que comme il y a des plis, évidemment, il faut pouvoir bien recouvrir toute la couleur bleue là, de cette partie du drapeau. Et éventuellement, je peux aussi ajouter un autre point de contrôle sur le bleu du château ici. Donc je clique à cet endroit. Et là, je vais ajuster la taille voilà, de mon rayon d'efficacité. Je désactive l'affichage du masque. Donc, vous voyez ici, tout est noir. Donc, ça veut dire que je n'agis pas sur ce bleu-là, ni sur le bleu du drapeau. Maintenant, si je bascule en mode d'affichage normal, donc là, on peut voir que, regardez, je vais augmenter exprès la luminosité. Alors ici, j'agis uniquement sur le château, mais maintenant si je reprends mon premier groupe de points de contrôle, regardez, je vais augmenter la luminosité et vous voyez que le bleu du drapeau ne change pas plus que le bleu qui se trouve dans le château. Donc j'ai bien protégé ces deux parties de l'image grâce à ce système. Donc voilà pour la protection d'une portion de l'image, l'utilisation de groupes de points de contrôle ou de points de contrôle chaînés. Et maintenant, on va voir un petit peu autre chose avec SilverFX Pro 2. On va voir comment on peut utiliser un point de contrôle pour appliquer une correction plus créative. Alors, je vais quitter Vivezza 2 comme ceci. Ensuite, je vais choisir une autre photo. Alors, voilà, c'est celle-ci. Je clique sur le bouton Nik Collection. Et là, je vais choisir SilverFX Pro 2, comme ceci. Donc, SilverFX Pro 2 qui est le module de traitement noir et blanc. Donc, DxO Photolab me prépare un fichier TIFF. Voilà, donc SilverFX Pro 2 s'ouvre, m'applique un noir et blanc neutre générique de base. Et moi, le but ici, c'est d'appliquer, enfin de renforcer la présence du ciel de manière spectaculaire. Et ça, je vais le faire
avec un point de contrôle par exemple. Donc je vais à droite, donc là ici j'ai un panneau qui s'appelle réglage sélectif. Alors étant donné que les différents modules de la suite de la Nick Collection sont sortis à des époques différentes, il y a bien évidemment eu quelques évolutions, améliorations d'interface, donc il y a parfois des petites différences d'aspect ou de terminologie d'un module à l'autre, mais le principe de fonctionnement reste exactement le même. Donc je prends donc un point de contrôle. Donc je clique sur le bouton point de contrôle ici, je vais me placer dans le ciel à cet endroit, donc vous connaissez, hein, maintenant j'augmente le rayon d'efficacité, je vais créer des points de contrôle chaînés, donc je vais me placer dans cette partie-là, vous voyez, toujours avec la touche Alt Option qui est enfoncée, dans cette partie-là, je vais aller chercher les nuages qui sont ici un peu plus bas, même chose dans cette partie du ciel, même chose dans le nuage, donc avec un grand rayon d'efficacité comme ça. Je clique dans l'image, je regroupe mes points de contrôle, voilà, comme ceci. Donc en fait, je les ai chaînés ici, je vais les grouper, donc j'appuie sur le bouton groupe comme ceci. Donc j'ai plus que les curseurs de ce point de contrôle qui sont représentés. Et là, tous les points de contrôle secondaires. Et je vais prendre mon curseur luminosité, je vais réduire la luminosité comme ceci. Voilà, je vais augmenter le contraste de mon ciel, comme ceci. Je vais prendre le curseur structure, qui est aussi très efficace, vous voyez, pour donner de la pêche au détail de votre image. Donc voilà, j'ai bien renforcé mon ciel, mais évidemment, étant donné que là je suis en monochrome et que la teinte, les caractéristiques des pixels au niveau des voiles se rapprochent quand même un peu du ciel, et en plus il y a l'effet de transparence, hein, des voiles, et donc eh bien ces voiles, il faut que je les protège des corrections que je suis en train de faire. Et donc vous connaissez le principe, vous cliquez sur point de contrôle, et vous posez un point de contrôle dans une première voile, ici comme ceci, et vous voyez, ça s'éclaircit à chaque fois. Regardez, là je dépose ce point de contrôle dans cette autre voile, puis ici, sur les phoques comme ceci, et à cet endroit-là également. Alors, on va afficher notre fameux masque. Donc je clique sur le petit bouton. Je vais désactiver l'affichage du masque des points de contrôle qui me servent à protéger les voiles, comme ceci. Donc vous voyez, les voiles repassent en noir et effectivement elles sont bien protégées des corrections que j'ai appliquées au ciel. Vous avez également une chose que vous pouvez faire avec les points de contrôle et notamment dans SilverFX. Alors je vais juste voilà, annuler l'affichage de mon masque noir et blanc. Vous pouvez faire de la colorisation sélective avec SilverFX Pro 2 par exemple. On peut penser au bouquet de la mariée par exemple. Vous voyez, vous faites une belle photo de la mariée et vous convertissez l'image en noir et blanc, et après vous restaurez les couleurs juste au niveau des bouquets, du bouquet, pardon. C'est un effet comme ça qui me vient à l'esprit. Alors j'ai pas de photo de mariage, mais le principe est exactement le même. Regardez, je prends un point de contrôle, donc je clique sur le bouton point de contrôle et je vais me mettre ici dans la cabine qui est couleur bois. Vous voyez, je clique, je place mon point de contrôle ici. Donc pour l'instant, il ne se passe rien. Regardez, et tout en bas, là, j'ai un curseur qui s'appelle CS. Donc c'est colorisation sélective. Donc je le prends et je le déplace vers la droite. Et vous voyez, je récupère la couleur de la cabine. Et si j'étends le rayon d'efficacité ou le rayon d'influence, vous voyez que je récupère également la couleur du bois ici dans la baume, dans le mât à l'arrière, et puis un petit peu dans le Zodiac, le bateau de secours qui se trouve, le bateau de sauvetage qui se trouve derrière et qui contient un petit peu de rouge. Donc voilà une manière de faire de la colorisation sélective avec SilverFX Pro. Alors ces points de contrôle, ils peuvent également s'appliquer à des effets spéciaux, entre guillemets. Alors je vais prendre une autre photo et on va passer
dans un autre module, on va aller dans Analog FX Pro. Donc je pars de mon fichier RAW ici, je clique sur le bouton Nik Collection, je clique sur Analog FX Pro 2 comme ceci. Donc Analog FX Pro 2, lui, simule tout simplement des images issues d'appareils photo vintage. Alors vous avez un choix d'appareils photo qui est absolument immense. Et évidemment, vous pouvez combiner tous les rendus, tous les effets. Vous pouvez personnaliser à l'extrême. Vraiment, vous pouvez sortir des rendus proposés clé en main et vraiment vous lancer dans des choses qui sont absolument incroyables avec cette suite. Alors, je vais juste décocher ceci. Donc voilà Analog FX Pro qui va m'appliquer par défaut le rendu appareil photo classique 1. Je vais juste agrandir la fenêtre comme ceci si vous voulez bien et je vais choisir un autre rendu, donc un rendu clé en main, donc appareil photo classique 4. Alors pour les appareils photo, pour le choix des appareils photo, juste un petit aperçu, hein, vous cliquez sur la flèche ici en haut, vous avez tous les types d'appareils photo qui sont proposés avec tous les outils et tout ça évidemment vous pouvez tout combiner et créer votre propre kit d'appareil photo. Alors c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les points de contrôle. Alors, que peut m'apporter un point de contrôle ici? Alors, si je vais par exemple à droite dans Réglages standard, évidemment, je dispose de la possibilité de créer, d'appliquer des points de contrôle pour corriger la luminosité, le contraste, la saturation, l'extraction des détails, c'est-à-dire l'effet de structure, etc., etc. Et par contre, si je passe dans type de film, là, vous voyez que je n'ai pas de possibilité de créer de point de contrôle. Dans vignetage de l'objectif, donc pour assombrir les bords de l'image, je ne dispose pas non plus de point de contrôle. Par contre, pour certains outils créatifs, comme saleté et rayures, tiens donc, je dispose d'un point de contrôle. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? Alors regardez, ici, je voudrais appliquer des poussières et des saletés sur mon image et je vais choisir quelque chose qui est bien marqué, bien appuyé, hein, celui qui est en bas à droite. Je clique sur le petit carré, donc la texture est appliquée à l'image. Alors pour l'instant on ne la voit pas, pourquoi? Parce que le curseur intensité est réglé à 0, et vous voyez là, si je vais vers la droite, regardez, donc je renforce l'aspect des salissures que j'applique à l'image, et je vais mettre à 100% pour que vous voyez bien. Donc ce curseur intensité vous apporte une souplesse d'utilisation, mais globale. La petite pastille bleue qui se trouve ici, c'est pas un point de contrôle, c'est tout simplement pour déplacer votre effet dans l'image, comme ceci. Alors, que peut faire un point de contrôle ici? Par exemple, OK pour les tâches ici bien sombres qui sont à gauche. Par contre, à droite, j'aimerais les rendre plus discrètes. Mais comment faire pour agir ici sans affecter les autres? Eh bien, vous allez utiliser un point de contrôle tout simplement. Donc, vous cliquez sur Ajouter un point de contrôle. Donc vous retrouvez les commandes familières hein, avec le rayon, avec la possibilité de grouper, de dupliquer, etc. Donc je vais poser mon point de contrôle dans cette partie de l'image. Je vais appliquer le rayon d'efficacité juste dans la partie supérieure droite. Et vous voyez en dessous, j'ai un seul curseur qui s'appelle IT. Et en fait, c'est un curseur d'intensité. Vous voyez, là, je réduis l'intensité. Et regardez, je réduis l'intensité uniquement à cet endroit de l'image. Tout le reste, toutes les salissures qui sont à gauche ne sont absolument pas affectées. Alors évidemment, si je prends mon point de contrôle et que je le déplace dans l'autre partie de l'image, eh bien l'effet du point de contrôle va s'appliquer à cet endroit à gauche sans affecter la partie droite et ainsi de suite. Et évidemment, je peux dupliquer mes points de contrôle, comme vous le savez dorénavant, comme ceci. Donc là, je module vraiment mon effet, mes saletés et rayures dans l'image, vraiment de manière très souple pour obtenir un résultat plus esthétique. Je vais donc passer à une autre image. Donc je vais sélectionner cette photo ici et je vais l'envoyer pour cet exercice. Je vais l'envoyer dans un autre module de la Nik Collection, à savoir Color FX Pro. Comme ça, on aura l'occasion de visiter un petit peu cette suite. Alors, je sélectionne mon fichier RAW. Ensuite, je retourne sur mon bouton Nik Collection. Et là, première chose importante à faire ou à vérifier, dans Réglages, on s'assure qu'on est bien en TIFF. Ensuite, cliquez sur OK.
Je clique ensuite sur le plugin que je veux utiliser, donc ColorFX Pro 4 comme ceci. DxO Photolab me génère un fichier TIFF, donc on va sortir du flux de travail RAW. On n'a pas besoin d'être en RAW en fait pour appliquer des corrections de type créatif. Pour ça, un TIFF 16 bits, ça suffit largement. On reste dans un flux de qualité optimale. Donc j'ai ColorFX Pro qui s'affiche ici et qui devrait s'ouvrir normalement sur le dernier filtre que j'ai eu l'occasion d'utiliser. Oui, effectivement, vous voyez, j'ai utilisé Bleach Bypass. C'est tout simplement le blanchiment. Donc Bleach Bypass, c'est le lavage de votre image à l'eau de Javel. Voilà. Donc vous avez tout un tas de filtres ici à gauche et à chaque fois que vous en sélectionnez un, eh bien vous avez un certain nombre d'outils qui s'affichent ici à droite. Alors ce qu'on va faire pour notre photo, juste deux choses. On va augmenter le contraste qui est un petit peu plat ici, on va le monter à aller à une valeur assez élevée comme ceci. Allez, on va se mettre à 70%. Et ensuite, j'aimerais récupérer la couleur marron de l'eau, ici la fameuse couleur de l'estuaire de la Gironde. Alors pour ça, je vais utiliser des points de contrôle et vous pouvez noter à droite une petite variation dans l'interface des points de contrôle, c'est qu'on a un bouton plus et un bouton moins. Alors bouton moins, ça ne veut pas dire retirer un point de contrôle, c'est tout simplement un point de contrôle dont l'effet est réglé à 0. Vous vous souvenez de ça, on l'a vu tout au long de ce webinaire. En fait, il s'agit tout simplement de poser un point de contrôle de protection. Donc, je clique sur le point de contrôle moins ici, je le pose dans l'image, et là, vous voyez, il agit tout de suite. Alors, je peux ajuster le rayon d'efficacité, et on peut voir que le curseur opacité qui est sur 0, lui empêche l'application de l'effet ou des outils globaux ici du filtre Bleach Bypass. Donc vous voyez, si j'augmente l'opacité, voilà, je réintroduis progressivement la correction et les effets appliqués au niveau global dans l'image. Alors on va rester comme ceci. Je vais dupliquer ce point de contrôle avec la touche Alt Option enfoncée. Là, je vais me placer ici et également à cet endroit. Voilà, j'augmente légèrement le rayon d'efficacité comme ceci. Donc voilà mon image. Et ensuite, avant de l'enregistrer, donc pour rester dans ce flux dit non destructif, flux réversible, il ne faut pas oublier de cocher la case en bas, donc enregistrer et éditer plus tard. Donc rappel, partez du format TIFF. Ensuite, une fois que vous avez appliqué vos corrections, vous enregistrez et vous éditez plus tard. Donc vous cochez la case. Donc les fichiers sont indiqués comme étant plus volumineux. Pourquoi? Parce qu'en fait, le programme va générer un deuxième fichier TIFF qui contient vos corrections et tout ça va être collé au fichier TIFF de départ. Donc d'où l'augmentation de volume. C'est le prix à payer pour rester dans un flux réversible. Ensuite, on clique sur enregistrer. Donc les corrections sont appliquées à l'image pendant la phase d'enregistrement et on va rebasculer dans DxO Photolab. Voilà, comme ceci. Donc on voit le TIFF qui a été créé ici. Alors la vignette n'a pas encore été... Voilà, la vignette maintenant est rafraîchie, donc avec les corrections qui ont été faites dans ColorFX Pro. Et maintenant, je me dis, il y a certaines corrections quand même ici qui me plaisent pas trop, notamment au niveau du contraste, et j'aimerais rééditer cette correction. Et bien c'est très simple. Alors cette fois, je ne vais pas prendre le fichier RAW de départ, je vais bien partir du fichier TIFF qui est revenu de ColorFX Pro 4. Donc je clique pour le sélectionner. Ensuite, je clique sur le bouton Nick Collection et là, attention, il y a une manipulation particulière à faire, à ne pas oublier. Vous allez dans Réglages et ensuite dans la section Traiter en, au lieu de exporter en TIFF, vous sélectionnez Exporter sans traitement les fichiers sélectionnés, comme ceci. Ensuite, vous cliquez sur OK. Alors vraiment, n'oubliez pas de faire cette opération, parce que si vous cliquez sur le format TIFF, ce qui va se passer, c'est que Photolab va générer un deuxième fichier TIFF à partir de votre premier fichier TIFF. Et donc, le but pour nous, c'est de pouvoir rééditer nos corrections. Donc, exporter sans traitement. Je clique sur OK. Et ensuite, ColorFX Pro 4, comme ceci.
Donc ColorFX Pro s'ouvre sur mon fichier TIFF et là je vais récupérer mes corrections. Voilà, qui sont appliquées à l'image. Vous voyez, je récupère mes corrections avec mon contraste à 70%. Et notez, regardez, vous récupérez évidemment les points de contrôle. Donc vous pouvez même rééditer les points de contrôle. Et c'était également la dernière chose que je voulais vous montrer au niveau des points de contrôle, c'est que ceci reste évidemment lorsqu'on utilise le flux de travail réversible de la Nik Collection version 3. Alors là, je vais simplement changer mon contraste. Je vais redescendre, voilà, aux alentours de 30-35%, comme ceci. J'ai toujours ma case qui est cochée en bas, enregistrer, éditer plus tard, si je souhaite revenir encore une troisième, une quatrième, une cinquième fois sur mon image. Je clique sur enregistrer. Alors c'est vrai que le volume du fichier est 2 fois plus lourd, mais d'un autre côté, ça vous évite de créer de multiples versions d'une même image et l'un dans l'autre, du point de vue volume de stockage, eh bien vous vous y retrouvez bien évidemment. Et donc voilà mon image recorrigée qui s'affiche dans, dans DxO Photolab. Alors ce flux non destructif est également disponible avec Lightroom et je vais vous le montrer rapidement. Donc je vais passer dans Lightroom comme ceci. Et là je vais prendre allez, une photo qu'on connaît bien. Clic droit, modifier dans. Et là je vais choisir, bah écoutez, je vais choisir SilverFX Pro comme ceci. Donc dans la boîte de dialogue qui s'affiche ici, puisqu'on part d'un fichier RAW, eh bien le programme me dit qu'il va générer un fichier TIFF. Donc très bien, je clique sur modifier. Donc Lightroom prépare le fichier TIFF, va ouvrir SilverFX Pro 2. Alors ce flux non destructif est disponible uniquement avec donc la Nik Collection 3.0, enfin 3.0 et les versions qui suivent, bien entendu, et uniquement à partir de DxO Photolab et de Lightroom. Donc voilà un noir et blanc de base qui est apposé à mon image. Je vais prendre un autre pré-réglage comme ceci, voilà, haute structure. Je retrouve les points de contrôle, donc vous savez que les points de contrôle restent donc dans le flux de travail non destructif, et en bas je coche enregistrer et éditer plus tard, donc c'est exactement la même chose qu'à partir de DxO Photolab. Je clique sur enregistrer, donc je reviens dans Lightroom. Donc mon image, mon fichier TIFF généré par Lightroom est traité dans SilverFX Pro, revient bien dans Lightroom empilé avec l'original. Et maintenant, si je souhaite remodifier cette image, par exemple en choisissant un autre effet à la place de celui-ci, là, je fais clic droit, modifier dans, et ensuite je choisis à nouveau SilverFX Pro 2. Là, la boîte de dialogue montre un peu plus d'options, donc là aussi il faudra faire attention à quelque chose. Alors vous pouvez modifier une copie avec les corrections Lightroom, non, c'est pas ce qu'on va prendre. Modifier une copie, on va pas faire de versionning, donc on ne veut pas multiplier le nombre de fichiers, donc on va cliquer sur modifier l'original. Alors attention, modifier l'original, dans ce cas précis, ça ne veut pas dire qu'on modifie le fichier RAW de départ, mais bien le TIFF qui a fait le voyage dans la Nik Collection et qui est revenu dans Lightroom. Donc je clique sur modifier. Donc SilverFX Pro 2 s'ouvre avec mon image noir et blanc et le traitement haute structure que j'avais sélectionné, mais là j'aimerais bien choisir autre chose. Alors je vais prendre vraiment un exemple extrême, hein, bien sûr, pour que vous puissiez bien voir la différence. Ici l'effet basse lumière 2, voilà, donc un rendu très contrasté. J'ai toujours ma case qui est cochée. Tant qu'elle est cochée, eh bien je pourrais continuer à faire ces allers-retours. Je clique sur enregistrer. Et l'image va donc être modifiée et apparaître dans Lightroom, toujours empilé avec l'original. Vous voyez, donc il y a l'aperçu qui change, donc la correction
a été prise en compte et je peux retourner autant de fois que souhaité pour modifier mes corrections dans la suite Nik. Donc voilà pour cette démonstration, j'espère exhaustive, des possibilités des points de contrôle des U-Point de la Nik Collection. Alors je vous remercie de votre attention et je ne peux vous conseiller qu'une chose, c'est de revoir la vidéo et ensuite de vous exercer avec vos propres images. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Vos images ne risquent absolument rien, donc faites des essais, soit avec vos originaux, soit avec des copies, peu importe, ça fonctionnera également. Donc à très bientôt et merci.